Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer un sujet crucial pour tous ceux qui envisagent devenir propriétaire d'un bien immobilier en Allemagne, les frais supplémentaires d'achat ou comme on le dit en allemand, les Kaufnebenkosten. En fait, lorsqu'on achète un appartement ou une maison en Allemagne, le prix d'achat n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a d'autres frais supplémentaires qui surviennent et qui représentent très souvent une grande partie du montant global. Donc, dans cette vidéo, nous allons détailler ensemble les divers coûts additionnels qui surviennent que vous devez connaître, prévoir et budgétiser. Je parlerai aussi des possibilités qui existent de financer ces coûts additionnels. Donc, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo pour obtenir toutes les informations nécessaires et éviter de mauvaises surprises lors de l'achat de votre bien immobilier en Allemagne. Bonjour et bienvenue sur Immogizer. Je suis Séverin Papou, investisseur immobilier en Allemagne depuis une dizaine d'années et fin pratiquant de la stratégie de fix and flip. Acheter, rénover et revendre, c'est devenu la routine pour moi, c'est une passion. À travers ce canal, je partage volontiers avec vous mes années d'expérience et vous montre qu'il est possible et très facile de se bâtir un patrimoine ici en Allemagne qui vous aidera à assurer votre avenir, celui de vos enfants, ou même plus tard à dégager des capitaux de ces investissements pour aller investir dans votre pays d'origine sans avoir besoin de passer par des crédits de consommation comme je vois beaucoup le faire. Donc, si le sujet de l'immobilier en Allemagne vous intéresse vraiment, je vous encourage déjà à faire le premier pas en vous abonnant, en activant la cloche de notification, pour ne pas rater les prochaines vidéos, en mettant des likes et en partageant massivement ma vidéo autour de vous. Je suis aussi conscient que ces vidéos que nous faisons, même si elles sont détaillées, ne sont pas suffisantes pour faire de vous des investisseurs immobiliers vraiment performants ici en Allemagne. Voilà pourquoi mon équipe et moi, nous avons mis sur pied un programme de formation des plus complets et pratiques pour vous accompagner dans votre parcours d'investisseur immobilier. La première session a déjà démarré, nous sommes complets, il n'est plus possible de réintégrer cette session. Par contre, vu la forte demande que nous avons constatée, nous organiserons une deuxième session en septembre de cette année. Donc, pour ceux qui sont intéressés à ce programme de formation pour investisseurs immobiliers en Allemagne, je vous encourage dès à présent à vous enregistrer en cliquant sur le lien que vous verrez dans le descriptif de cette vidéo. Et ceux qui voudraient un tête-à-tête avec moi, vous pouvez réserver une consultation pour qu'on discute un peu de votre situation privée. Le lien de la consultation, vous le trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Revenons maintenant sur le thème du jour, les frais supplémentaires d'achat ou Kaufnebenkosten en allemand. En fait, lorsque vous envisagez acheter un bien immobilier ici en Allemagne, la première des choses que vous recevez en général, c'est l'exposé. Dans l'exposé, vous avez toutes les informations concernant le bien immobilier. Il y a le prix, l'adresse, l'emplacement, les caractéristiques du bien immobilier. Vous avez même souvent des informations sur la ville, qu'est-ce qu'il y a tout autour du bien immobilier, l'attractivité du coin, ainsi de suite. Mais l'information qui manque presque souvent, c'est en fait les informations sur les frais supplémentaires d'achat ou Kaufnebenkosten. Et si vous ne les connaissez pas, vous allez faire un mauvais calcul de votre rentabilité et ce sera la douche froide pour vous après la visite chez le notaire. Voilà pourquoi il est essentiel de connaître ces frais supplémentaires et de pouvoir les budgétiser à l'avance. Et ce qu'il faut savoir de ces frais supplémentaires, c'est que cela varie en fonction de l'état dans lequel vous achetez ce bien immobilier. Pas l'état en Allemagne où vous vivez, mais l'état en Allemagne où vous achetez ce bien immobilier. Cela varie aussi de comment est-ce que vous financez l'achat de ce bien immobilier. Est-ce que vous le faites par fonds propres ou est-ce que vous le financez à travers une banque ou bien avec quelqu'un, un investisseur qui a besoin d'une hypothèque sur le bien immobilier. Cela varie aussi. Est-ce que vous l'achetez à travers un agent immobilier ou bien vous achetez directement sur un privé, ainsi de suite. Donc, nous allons maintenant détailler ces coûts supplémentaires que vous devez connaître et que vous devez prévoir. Pour cette analyse détaillée des différents coûts
supplémentaires qui surviennent lors de l'achat du bien immobilier, nous allons supposer que vous faites un achat d'un bien immobilier qui coûte à peu près 200 000 euros. Donc, on va écrire en allemand. En allemand, c'est Kaufpreis. Le Kaufpreis, ça fait combien? C'est 200 000 euros. So, de ces 200 000 euros, il y a d'autres frais qui vont donc s'ajouter. Donc, ça, c'est notre prix initial. Et ces frais qui vont s'ajouter, ces frais supplémentaires, c'est Kaufnebenkosten. Donc, je vais les diviser en plusieurs grandes catégories. Vous avez d'abord les frais du notaire. Ça, c'est les premiers frais qui arrivent. Le notaire. Quand vous arrivez chez le notaire, vous allez signer les documents chez le notaire. Il y a 2 documents que vous allez signer. Vous allez signer déjà le contrat de vente ou bien d'achat du bien immobilier. Et pour ce faire, le notaire va vous faire une facture parce qu'il a authentifié ce contrat d'achat, ce contrat de vente. Donc, on a déjà le premier élément ici, là. Ça, c'est le contrat d'achat. Ça, c'est le Kaufvertrag. Vous avez un peu le Kaufvertrag. Ça, le Kaufvertrag, disons, ça, c'est à peu près 1%. À peu près, disons, 1%. Donc, c'est en pourcentage que tout ça se calcule. À peu près 1% et ça varie suivant le montant, et ainsi de suite, parce que les notaires, ils ont un tarif. C'est pas qu'il va vous faire à la tête du client. C'est un tarif qui est bien fixé. Et en plus du Kaufvertrag qui doit être authentifié chez le notaire, il y a un deuxième document qui va être authentifié et cela dépend si vous financez l'achat du bien immobilier à travers une banque ou à travers un particulier qui a besoin d'avoir la main mise sur l'immobilier, l'hypothèque, au cas où vous n'allez pas rembourser le crédit. Donc, en fait, ici, on dit le Grundschuld. Mais il y a un différent en allemand entre le Grundschuld et l'hypothèque. Mais pour faire simplement ici dans cette vidéo, nous allons parler du Grundschuld et de l'hypothèque comme c'était la même chose. C'est presque la même chose, mais il y a une petite nuance. Donc, disons aussi, ce qu'on va signer chez le notaire, le document qu'on va identifier, ça c'est le Grundschuld. Le Grundschuld, à peu près, c'est, disons, à peu près 0,5% que vous allez payer. Donc, voilà les factures que vous allez recevoir du notaire. Donc, disons, le notaire, quand il va vous envoyer sa facture, vous serez à peu près à 2% des frais que le notaire va pouvoir vous envoyer. Ensuite, après le notaire, on a encore d'autres frais qui vont être envoyés. Ça, c'est les frais, le MACLE. Le MACLE. Le MACLE, c'est l'agent immobilier. L'agent immobilier, il va vous envoyer ses frais. En fait, sa facture, c'est pour les provisions. Ce sont ses provisions ou bien ses commissions. En général, vous allez vous retrouver à 3,57%. Ça, c'est avec la TVA inclus, les Mehrwertsteuer inclus dedans. Et d'après la loi je crois que c'est décembre 2020, vous ne devez pas payer beaucoup plus que ce que le vendeur paye. Il faut faire attention à ça. Le Besteller principe, c'est le vendeur qui a commandé l'agent immobilier pour venir l'aider dans le processus de vente de son bien. Vous prenez aussi une partie de ses charges, mais vous devez avoir la moitié. Vous ne devez pas payer beaucoup plus que lui. Donc, si vous avez payé 3,57, il faut que le vendeur paye aussi minimum 3,57% à l'agent immobilier. Donc, ça fait 3,57%. Ça, c'est pour l'agent immobilier, ce que vous allez dépenser pour l'agent immobilier. Ensuite, il y a toute une série maintenant de coûts qui arriveront. Et pour moi, je mets ça dans la catégorie l'administration. Administration. Ça, c'est les coûts de l'administration. Les coûts de l'administration. Les coûts de l'administration, qu'est-ce qui rentre en compte là-dedans? Dès que vous allez signer chez le notaire, il va vous déclencher un processus. Et c'est le notaire qui s'occupe maintenant de suivre ça pour à la fin que vous obteniez votre bien immobilier, que votre nom soit inscrit dans le registre du titre foncier, ainsi de suite, quoi. Donc, le notaire va donc faire ses démarches auprès de l'administration et l'administration vous enverra des factures. Vous avez des factures que vous allez recevoir. Quelle facture est-ce que vous allez recevoir? Vous allez par exemple recevoir, parce que l'inscription de cette hypothèque, pour l'hypothèque, le Grundschuld, le notaire doit le faire, et l'administration doit l'inscrire. Et donc, ça veut dire que vous avez ici là l'inscription de cette hypothèque. Ça, c'est le Grundpfandrecht, c'est comme ça s'appelle, le Grundpfandrecht, qui va être inscrit aussi. Et là, pour le Grundpfandrecht, je crois que vous avez
Ouais, c'est quelques petits pourcentages là-dessus. Donc, je ne vais pas d'abord mettre ici ce que ça fait, mais je vais mettre le truc global. Donc, vous avez le Grundfarage qui est mis. Et après aussi, il y a l'inscription au titre foncier dans le registre du titre foncier. Donc, ça veut dire que le Auflassung, comme ça s'appelle, hein, le Auflassungsvormerkung, Auflassungsvormerkung, c'est un long mot. Hein. En fait, c'est comme une réservation dans ce titre foncier. Ça bloque le titre foncier du vendeur et cela l'empêche de vendre à une autre personne. Donc, durant cette procédure, cela l'empêche de vendre à une deuxième, une troisième personne ou bien même peut-être de prendre un crédit sur cet immobilier, quoi, avec son titre foncier. Donc, vous voyez, c'est quelque chose pour moi de génial ici en Allemagne et qu'on ne trouve pas partout dans le monde et qui empêche ces phénomènes que nous avons dans certains pays où vous avez un même bien immobilier qui est vendu à plusieurs personnes qui vont se retrouver avec, ils ont le titre foncier, moi aussi je suis propriétaire, ce qui fait d'énormes problèmes. En Allemagne, c'est presque impossible, ok? Donc, pour tous ces frais ici, là, vous allez recevoir une lettre qui va revenir de l'administration. C'est généralement le Landesjustizkasse qui vous l'envoie, Landesjustizkasse que vous allez voir. C'est à peu près 0,5% donc du prix, c'est 0,5% donc du prix du bien immobilier. OK? Donc, c'est ce que vous allez recevoir. Et enfin, il y a encore un autre ici de l'administration, un autre frais qui viendra. Ça, ce sont les Grunderwerbsteuer. Hein, les Grunderwerbsteuer. Ça, je crois en français, ça doit être la taxe sur la mutation foncière. Et les Grunderwerbsteuer, ça varie maintenant suivant l'état dans lequel vous vous retrouvez ici en Allemagne. Donc, si on regarde ici sur cette carte, les différents états qui existent en Allemagne, donc vous avez la carte de tous ces états et vous avez maintenant cette taxe de le Grunderwerbsteuer, la taxe sur la mutation foncière. Donc, si on regarde ici, vous allez par exemple voir que le Bayern, où je me situe, c'est l'État qui a la taxe la moins chère en pourcentage. La taxe de la mutation foncière, le Grunderwerbsteuer. Donc, vous voyez ici, là, c'est 3,5%. Et puis, vous avez notre voisin, c'est le Baden-Württemberg, ici à côté. Eux sont à 5%. Mais vous avez des États qui ça part jusqu'à 6,5%. C'est un peu comme la Nordrhein-Westfalen, la Rhénanie du Nord. Et puis au nord, là-bas aussi, vers Berlin, comme ça, vous avez les 6%. Certains États, vous avez les 6%, 6,5% vers Berlin, là-bas. Les 6% dans d'autres États, ainsi de suite, quoi. Donc, vous voyez un peu avec cette carte, vous savez déjà à peu près où est-ce que vous vous trouvez, quoi. Et cette taxe foncière, ça ne dépend pas de là où vous habitez, mais là où le bien immobilier se situe. Donc, si vous êtes, par exemple, dans la Nordrhein-Westfalen, où vous avez un Nordrhein-Westfalen, normalement, un Grunderwerbsteuer de 6,5%, mais vous achetez au Bayern, vous aurez une taxe sur la mutation foncière, le Grunderwerbsteuer, de 3,5%, comme c'est mentionné. Donc, restons maintenant avec ces 3,5%, à supposer que le bien immobilier se trouve au Bayern, où moi je me situe. Donc, ça veut dire que vous aurez ici, au lieu d'avoir peut-être un 6% comme dans la Nordrhein-Westfalen, vous allez ici avoir un 3,5%. Donc, voilà déjà la somme de tous ces taxes-ci que vous allez devoir payer lorsque vous achetez un bien immobilier, disons ici là au Bayern, et que aussi vous allez financer, donc vous ne payez pas de votre propre poche, donc vous ne financez pas les prix d'achat de votre propre poche, donc vous allez à travers une banque ou bien à travers un individu qui dit que ok, j'ai besoin du Grundschuld, de l'hypothèque, de la main mise sur le bien immobilier. Donc maintenant, si on fait l'addition de toutes ces sommes que ça fait, vous êtes à peu près à un truc comme 9,07%, donc disons, on fait à peu près 10%. Cela veut dire que quoi? Donc, en addition, on dit qu'en gros, ça fait à peu près 10%. Cela veut dire quoi? Pour un bien immobilier que vous avez acheté au Bayern, que vous avez acheté, vous avez financé à travers une banque, que vous avez acheté à travers un agent immobilier, si c'est ce bien de 200 000 euros, vous devez prévoir donc ces 200 000 euros, plus 10%. Donc, 10%, ça veut dire qu'à la fin déjà, vous avez un 220 000 euros que vous devez prévoir. Donc, voilà la somme que vous devez prévoir déjà d'office lorsque vous achetez ce bien immobilier. 220 000 euros. OK?
Et là, ce n'est pas tout. Là, ce n'était que les frais, moi je dirais un peu les frais non négociables. Hein, parce que vous n'allez pas négocier l'agent immobilier. Ouais, c'est vrai, on peut essayer, mais c'est un peu difficile. Vous n'allez pas négocier avec l'administration fiscale. Vous n'allez pas négocier avec le notaire pour qu'il vous rabaisse le prix. Non, c'est presque impossible. Donc, vous voyez, vous avez il y a 20 000 euros de frais presque non négociables. À cela, ça ajoute encore d'autres frais que moi j'appellerais des frais négociables. Donc, que nous allons voir là maintenant, quels sont ces frais que moi j'appelle aussi des frais négociables. Nous avons ici un instant, si on remet là, ok, la couleur bleue, c'est ça qui est bien. Les frais non négociables, qu'est-ce qui peut entrer en compte? Parmi ces frais, vous avez par exemple la rénovation. La rénovation, peut-être il faut rénover le bien immobilier. Non? Il faut rénover le bien immobilier. Ça coûte combien? Ça, c'est à vous de voir avec le technicien, hein, l'artisan, en fonction de ce que vous voulez rénover. Donc, vous avez ça qui peut déjà rentrer en compte. Vous avez ici encore d'autres frais, tels que peut-être, moi je dirais un expert, hein, les frais d'expert, hein, d'expertise. Donc, vous avez un expert qui va vous accompagner pour la visite du bien immobilier, qui va vous dire est-ce que le bien immobilier il est bien ou est-ce qu'il y a un problème avec ce bien immobilier. Donc, ça rentre déjà encore là en compte. Il faudrait prendre ça en compte. Hein. Vous avez peut-être aussi des frais ici parce que vous allez déménager. Vous allez déménager. Et donc, il faut déjà prendre ça en compte. Déménagement que vous allez avoir, ces frais supplémentaires qui vont s'ajouter. Donc, ça, moi, je ne peux pas vous le dire, c'est à vous de le savoir. Et puis encore, il y a d'autres frais tels que le financement. Le financement, moi je vois certains, ils passent souvent par des courtiers financiers, les courtiers qui te font le financement. Et puis certains exigent que vous leur payiez une certaine somme. Hein. Et moi je dis, je ne sais pas pourquoi le faire, pourquoi ils le font. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Mais normalement, ici en Allemagne, vous avez deux possibilités. Ou pour financer, vous allez directement chez votre banquier ou vous passez chez un courtier. Et quand vous allez chez le courtier, à la fin, il est rémunéré par la banque. Par la banque. Hein? Parce que à la fin, quand vous aurez les documents de financement, si vous regardez, il y a une feuille là, ça s'appelle le Easysblatt. Vous pouvez voir combien est-ce que la banque a donné au courtier financier. Bon, maintenant, je ne sais pas pourquoi certains courtiers financiers exigent de certains, je l'ai entendu, moi j'étais surpris, exigent de certaines personnes, de certains clients que vous devez lui donner quelque chose. Bon, ça c'est à vous de voir. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, c'est du faux qu'il est en train de faire, mais pourquoi ça se passe ainsi, ça, moi je ne peux pas vous répondre. Hein. Donc, vous avez ces frais de financement aussi qui peuvent rentrer en compte. Donc, voilà à peu près, toutes ces sommes, tous ces frais que vous êtes censé avoir lorsque vous financez votre bien immobilier. Et ça, vraiment, il faut faire un calcul exact de ces frais, une estimation pour avoir une estimation de la charge financière de ce qui vous attend. Car si vous n'avez pas tout prévu cela, ça peut vraiment devenir très cher pour vous. Ça sera de la douche froide après. Un autre type de frais que vous pourrez avoir suivant la stratégie pour laquelle vous avez opté et que j'ai l'habitude souvent de payer, de budgétiser dans ma stratégie de fix and flip, c'est en fait ce que la banque appelle les Strukturierungsgebühren. Hein. Chaque banque souvent appelle ça, il a son nom là un peu, Gebühren. C'est un long terme allemand, comme toujours. Strukturierungsgebühr, ça veut dire quoi? C'est surtout dans le fix and flip. En fait, c'est que la banque me dit, bah, c'est vrai, toi, tu finances toujours en variable parce que vu que je ne veux pas, je fais pas un financement sur du long terme, je fais variable. À tout moment, je peux vendre le bien immobilier, venir remettre un peu, rembourser toute ma dette à la banque. Et puis, la banque dit, écoute, on a bossé pour rien, on a fait les documents. Et puis, c'est vraiment, lui, il a vendu le bien immobilier le lendemain. Et comme la banque se finance sur, le bénéfice de la banque, c'est sur les taux d'intérêt qu'elle reçoit chaque mois. Et donc, elle a des coûts fixes. Elle a bossé donc pour rien parce que 2 jours plus tard, Sylvain vient voir et dit, bon, les gars, j'ai vendu le bien immobilier, super, vous prenez, je rembourse ma dette, le bénéfice, vous me redonnez. Donc, la banque calcule un truc là, Strukturierungsgebühren, pour ne pas, pour dire un peu couvrir ses frais fixes, l'employé qui a bossé là-dessus. C'est un peu, moi, je dis, c'est du je mange, tu manges. Il faut accepter ça. Faut pas aller dans les discussions avec la banque. Faut les comprendre, je les comprends aussi. Donc, ce sont ces frais qu'il faut savoir et qu'il faut déjà poser la question déjà à votre banquier, surtout si vous faites la stratégie de fix and flip. Donc, quels sont ces frais qui rentrent en compte? Donc, on va maintenant parler du financement. Quelle possibilité de financement est-ce que nous avons concernant ces frais?
La première possibilité de financement que nous avons, c'est la banque. Donc, vous pouvez dire à la banque, banquier, je voudrais que vous me financiez, en plus du prix d'achat du bien immobilier, que vous financiez aussi les frais supplémentaires d'achat, les Kaufnebenkosten. Cela n'est pas toujours possible, surtout maintenant où les conditions d'octroi du crédit sont devenues un peu plus difficiles. Il faut vraiment monter patte blanche pour avoir un crédit de la banque. Il faut avoir une très bonne santé financière. Et cela dépend aussi à quel prix vous avez acheté le bien immobilier. Si le bien immobilier a une valeur sur le marché de 250 000 euros et que vous êtes un bon négociateur, vous avez pu acheter, vous avez frappé au bon moment et vous l'avez acheté à 200 000 euros, il sera facile pour la banque de vous donner un 20 000 euros en plus parce qu'elle sait que même avec un 20 000 euros en plus, le prix a une valeur, ce prix de l'immobilier a une valeur vraiment supérieure à ces 220 000 euros. Par contre, si vous avez acheté à 270 000 euros et vous demandez encore à la banque de financer les Kaufnebenkosten, cela ne sera pas possible. Il faut même être très content que la banque vous finance le prix d'achat de ce bien immobilier à 100%. Donc, première possibilité que vous avez, donc, c'est la banque. Essayez toujours par la banque, surtout quand vous faites de l'immobilier locatif. C'est ce que moi, je vous conseille. Essayez vraiment par la banque. Deuxième possibilité, c'est l'épargne. Vous avez épargné, vous avez de l'argent que vous épargnez chaque mois. Toute personne en Allemagne devrait épargner de l'argent. Si quelqu'un n'épargne pas, bon, écoutez, c'est son problème. Il vit à 100%, il attend le salaire à la fin du mois. C'est très risqué, c'est très dangereux, mais à chacun de voir. Donc, je ne vais rien dire là-dessus. L'autre truc, c'est que vous pouvez avoir, c'est ce que moi j'appelle ici la FF. Ça, c'est Family and Friend. Donc, vous avez la famille ou bien les amis à qui vous pouvez dire, écoute, est-ce que tu peux me prêter cet argent, je vais te le rembourser. Donc, family and friend. Donc, si ça ne marche pas, et ici en Allemagne, et moi je vois dans les grandes villes, dans la plupart des villes ici, il y a des associations d'Africains, surtout des Camerounais. Et un truc qu'on aime bien faire dans ces associations, qu'on dénomme très souvent la tontine. La tontine, on épargne de l'argent, on met de l'argent ensemble. Et puis, il y a une personne qui reçoit cette somme totale. On dit, OK, c'est ton tour aujourd'hui. L'expression, c'est de bouffer la tontine. Donc, cette somme qu'on a cotisée, on remet à une personne et ainsi de suite. Et cette somme d'argent, certains l'utilisent pour de la consommation, pour consommer, pour faire des voyages, pour faire la fête. Au lieu de le faire, vous pouvez utiliser ça, par exemple, pour couvrir ces Kaufnebenkosten, ces frais supplémentaires d'achat. Donc, voilà ça. Il y a encore une autre possibilité. Vous cherchez un investisseur, investor. Quelqu'un qui dit il a de l'argent, vous dit, écoute, mets ton argent là-dedans, je te remets après un certain nombre de temps, c'est un taux fixe, ainsi de suite, il profite, tu profites. Donc, voilà ça. Une autre possibilité encore, c'est le Verkäufer. Verkäufer. Ça dit, le vendeur prend ses charges. Le vendeur, celui qui vous a vendu le bien immobilier, il prend ses charges en compte, ses Kaufnebenkosten, ce n'est pas vous qui le prenez. Donc là, il faudrait déjà discuter avec le vendeur et dire, écoute, le bien immobilier, c'est 220 000 euros, c'est 200 000 euros. Les charges supplémentaires, ça fait 20 000 euros. Il faudrait que tu prennes ces charges supplémentaires. Et là, on met donc ça sur le prix d'achat du bien immobilier. Donc, ce prix d'achat sera un peu plus cher. Bon, c'est un truc un peu délicat. C'est un peu délicat, un peu pour le vendeur. Un peu, il faudrait savoir négocier. Et tous ne sont pas prêts aussi à faire cette opération. Donc, à chacun de voir comment est-ce qu'il peut le faire. Est-ce que c'est possible? Et la dernière possibilité, si vraiment partout ça n'a pas marché, donc c'est-à-dire la banque vous a refusé, l'épargne, vous n'avez pas, vous n'avez rien, famille et les amis, vous n'avez pas d'amis qui sont capables de vous donner une certaine somme d'argent. La tontine, les associations, vous n'en faites pas, les investisseurs, vous n'en connaissez pas, le vendeur, il vous refuse, vous êtes seul au monde et tout. Et puis, c'est un superbe bon deal que vous ne pouvez pas laisser passer parce que aller maintenant au laboratoire, rentrer au laboratoire pour épargner 20 000 euros et revenir, le bien ne sera plus à 200 000 euros, il sera peut-être à 300 000 euros, ainsi de suite. Donc, moi, je vous dis, ça, c'est la dernière balle du shérif, du crédit de consommation. Consume crédit. Consume crédit. Ça, vraiment, c'est la dernière balle du shérif. Il ne faut pas toujours toucher à ça parce que ça a des conséquences. Vous pouvez être sûr qu'après, là, jusqu'à ce que vous ayez remboursé cela, vous aurez détérioré votre bonité, plein de choses. Vous ne serez pas finançant pendant un certain temps, non? Donc, mais là, souvent, il y a des cas où vous devez faire vraiment, vous devez prendre ce crédit de consommation où c'est parfois nécessaire.
Si vous prenez ce crédit de consommation, vous couvrez maintenant toutes ces charges, ces frais supplémentaires d'achat, vous avez votre bien immobilier. Et un conseil, quand vous prenez ce crédit de consommation pour ces frais supplémentaires d'achat, essayez déjà dans le financement de prendre cela en compte. Demandez à votre financier, à votre courtier financier, à votre banquier de vous laisser le temps, au moins 1 an, avant que vous commenciez à rembourser le crédit. Donc, quand la banque vous vide de l'argent, quand elle a déjà payé pour ce bien immobilier, elle exige de vous déjà de payer, ici en Allemagne, je ne sais pas dans les autres pays, elle vous exige déjà de payer les taux d'intérêt. Par contre, le taux de remboursement, vous pouvez négocier à la banque et lui dire, écoute, banque, moi, je voudrais payer ça plutôt après 1 an. Donc là, moi, je vous conseille vraiment de faire après 1 an. Parce que là, vous avez le temps de peut-être rénover, le locataire rentre dans le bien immobilier, il commence à déjà vous payer chaque mois la location et cette location, une grande partie, ça reste dans vos poches, donc vous avez assez de capitaux chaque mois qui rentre pour pouvoir combler maintenant ce trou financier que vous avez, rembourser ce crédit de consommation. Donc voilà une astuce très pratique pour vous, pour pouvoir financer ces Kaufnebenkosten. En résumé, les Kaufnebenkosten ou frais supplémentaires d'achat représentent une somme non moins négligeable du montant total que vous devez prévoir lorsque vous envisagez acheter un bien immobilier ici en Allemagne. Voilà pourquoi il est essentiel de connaître en détail ces frais supplémentaires d'achat, de les prendre en compte dans votre calcul du budget global, le calcul de la rentabilité, afin d'avoir une estimation réaliste de la charge financière que vous devez porter les prochains 10 ans ou même un peu plus. Et lors de ce calcul, je vous encourage à être le plus objectif possible. N'essayez pas un peu de minimiser certains coûts ou bien un peu d'embellir les chiffres, cela risque de faire mal plus tard. Donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à me mettre des likes, à vous abonner, à partager massivement ma vidéo autour de vous. Et un dernier rappel pour ceux qui voudraient prendre part à notre programme de formation, la deuxième et dernière session qui démarre en septembre de cette année, je vous invite déjà à vous inscrire en cliquant sur le lien que vous allez voir dans le descriptif de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à la prochaine. Ciao.